Alors, je commence. Alors, Space, The Final Frontier. Les amateurs de Star Trek se rappellent sans problème que chaque épisode de la série originale et de Next Generation, d'ailleurs, s'ouvrait sur cette célèbre citation qui est réitérée par le capitaine, puis qui annonce le programme qui est toujours renouvelé de, Jean-Michel le disait, « Boldly go where no man has gone before ». Dans cette communication, je vais soutenir que si l'un des enjeux de la franchise Star Trek, c'est bel et bien d'explorer les territoires intergalactiques encore vierges, ceux-ci ne sont pas que spatiaux, mais sont aussi très souvent temporels. En présentant à travers les années et les différentes séries un nombre impressionnant de sauts temporels, de temporalités alternatives, de retours vers le passé ou de bonds dans le futur, la franchise Star Trek nous amène aussi « When no man has gone before ». Dans un premier temps, donc, je présenterai, en traversant la production télévisuelle de Star Trek, dont je vais exclure, pour information, les films, mais aussi Discovery, parce que je n'ai pas eu le temps de le finir puis que j'ai seulement 20 minutes. La variété des jeux, donc, sur la temporalité auquel le spectateur va se retrouver confronté dans la série. Je déplierai ensuite les implications idéologiques et esthétiques qui semblent être à l'origine, à mon avis, de ces choix. Ce panorama va me permettre ensuite de penser comment le format même de la franchise Star Trek, par un recours fréquent à la mécanique du reboot et du stand-alone épisode, ainsi que son étalage considérable dans le temps, de 1966 à 2017, et on verra, offre lui-même l'occasion de penser les logiques de la temporalité propres au médium et à la franchise télévisuelle. Finalement, j'aimerais proposer quelques considérations sur ces voyages dans le temps comme source possible d'un métadiscours de la série sur sa propre pratique de réadaptation. Donc, notons pour cela que mon analyse n'est pas exhaustive. Je vais m'appuyer sur le visionnement de 33 épisodes que j'ai binge-watchés pour les besoins de cette journée d'études. Ce qui représente quand même beaucoup d'heures de visionnement, mais en définitive, un assez petit échantillon de la somme totale des productions parce qu'on sait que c'est immense. Donc, on le devine aisément, étant donné l'ampleur du corpus, il va s'agir plutôt de recenser les exemples au sein des épisodes pour étayer un propos plus général que de l'occasion de faire des analyses soutenues des dynamiques internes qui seraient propres à chaque épisode. Alors, je le disais déjà, si le générique insiste pour présenter l'espace comme frontière ultime, en revanche, chaque épisode s'ouvre sur les Captain's Log, eux-mêmes initiés, comme le veut la tradition diaristique du journal de bord, par la mention d'une date. Ainsi, l'échelonnage des narrations s'ancre davantage, ou du moins autant, dans une logique temporelle que spatiale. Il faut d'ailleurs rappeler que ce fameux discours du générique, s'il est repris presque mot pour mot de Picard à Kirk, en fait de Kirk à Picard, comporte une légère modification dont le sens ne me semble pas anodin. En effet, on y entend le 5-year mission initial être remplacé par continuing mission, ce qui veut dire qu'il y a une substitution qui est l'ordre de la temporalité. Ainsi, par exemple, dans un épisode comme Cause and Effect de Next Generation, l'Enterprise va se retrouver dans ce qu'ils appellent une Uncharted Region de l'Alpha Quadrant. C'est à ce moment que des boucles temporelles vont se mettre à se répéter et que l'événement devient l'occasion d'un exercice de pensée, donc comme si le temps était ici avant l'espace, cette région encore inexplorée dont il était question dans l'introduction de l'épisode. Pour autre exemple, dans Deep Space Nine, c'est à un certain épisode une dématérialisation spatiale qui, en raison de détraquement du transporteur, propulse une partie de l'équipage en l'an 2024, soit un passé des personnages qui reste encore à ce jour, d'ailleurs notre futur. Donc, dans cet épisode, qui est intitulé Past Tense, un déplacement spatial est à l'origine du saut temporel. O'Brien dira de Sisko, Jadzia et Bashir, We don't know where in time they are. Donc, il y a l'usage du mot where qui est associé à la spatialité, qui est utilisé pour parler du temps. Au fil des saisons et des séries, ce genre de remarques comme When are we ou I wasn't sure when I was se multiplient. À quelques reprises, afin de restaurer ou d'altérer la timeline, c'est le cas, par exemple, dans un épisode qui s'appelle Time and Again, où Chakotay et Eric Kim, qui sont des personnages de Voyager, veulent modifier le passé, ou encore dans Non Sequitur, on excuse mon latin approximatif, un épisode de Voyager encore, dans lequel ce dernier veut au contraire rétablir la continuité de la timeline. Donc, les personnages tentent de reproduire les conditions spatiales exactes dans lesquelles ils se trouvaient afin d'effectuer le time switch et de rebasculer dans leur propre ligne du temps. Donc, c'est la réplication des paramètres spatiaux initiaux qui permet le rétablissement de ceux qui étaient temporels. Bref, il ne s'agit pas tant, on va le voir, donc, de soutenir que l'espace disparaît au profit du temps, mais plutôt de souligner que nous avons régulièrement affaire à une spatialisation du temps dans Star Trek. Il m'importe davantage, à vrai dire, de montrer comment l'une et l'autre de ces dynamiques s'intriquent de telle manière que le temps lui-même, il devient un espace à parcourir.
On se souvient par exemple d'épisodes comme Relativity, dans lequel Seven of Nine, dans Voyager donc, pour sauver son équipage de la perte, engage avec l'amiral Patterson une course-poursuite à travers différentes strates temporelles qui viennent alors vraiment des lieux où le personnage projette de se dissimuler. L'épisode intitulé Times Squared ne fait pas seulement que renvoyer, grâce au calembour possible, à un lieu, puisque bon, on y entend Times Square, mais signifie aussi littéralement temps au carré, ce qui spatialise encore une fois celui-ci en le couplant à une notion de géométrie. Donc, vous remarquez que je prends un peu tout ça dans le désordre en faisant des sauts d'une série à l'autre, puis c'est peut-être une bonne chose parce qu'on verra que, bon, cette communication, tout comme ce dont elle parle, va nécessiter de bondir d'un temps à l'autre. Mais pour un instant, j'aimerais qu'on remonte justement dans le temps pour commencer par le début avec The Original Series, puis voir comment ça se met en place dès les départs. Donc, d'emblée, les voyages dans le temps que l'on retrouve dans la série originale fonctionnent selon des principes qui sont, à mon avis, un peu plus rudimentaires que dans ce qui va suivre. Dans Tomorrow is Yesterday, notamment, on y renvoie l'Enterprise dans les années 30. Le vaisseau est immobilisé spatialement à cause d'une étoile. Statique, donc, il se met à bouger nouveau, mais cette fois-ci dans le temps. Se voyant obligés de téléporter un pilote d'avion de chasse qui les prend avec raison pour un ovni, ce qu'ils sont, les membres de l'équipage se demandent s'ils doivent le garder à bord, ce qui altérait peut-être la ligne du temps, ou le retourner sur Terre, ce qui peut impliquer en fait les mêmes problématiques si le pilote révèle ce qui s'est déroulé. Donc, le capitaine du Enterprise et le pilote sont, dans leurs propres mots, des prisonniers du temps. Mais s'ils sont coincés dans une époque qui n'est pas la leur, en revanche, la série, faisant usage de ces voyages dans le temps, s'affranchit, en tout cas à mon sens, justement du sien. Cela est d'autant plus clair avec un épisode comme Assignment Earth, puisqu'il est projeté à la fin des années 60, soit l'époque de diffusion originale des épisodes. En mettant en scène des hommes de la Fédération qui sont emprisonnés en 69, la série produit ainsi un espèce de regard du futur sur ce qui est finalement son contemporain. Cela lui permet de formuler une critique des mœurs pour elle actuelles. Et en présentant le présent comme obsolète, c'est déjà un commentaire sur les problèmes d'une époque que l'on voit se dessiner, précisément parce que l'épisode met en jeu des attitudes réactionnaires, un triomphe guerrier, une soif de conquête vénale qui serait le propre des États-Unis, si on s'en fie aux commentaires que porte la série. Donc, en montrant un futur fictif plongé dans le passé, c'est en fait un présent bel et bien réel qu'on arrive à nous montrer, un présent donné comme passé, relu par des gens venus de ce qui est donné comme un futur. Donc, on voit que le jeu des temps n'est pas nécessairement est complexe. Car il est évident, puis là, je ne m'attendrai pas pour cette raison sur la question trop longtemps, que Star Trek convoque les voyages dans le temps pour combler deux nécessités qui ne sont pas forcément en concurrence, ils deviennent même parfois co-présentes. Il s'agit de voyager dans le temps ou bien pour explorer un enjeu philosophique, ou bien pour formuler un commentaire social. Donc, soit pour parler du temps ou parler du social. Les voyages temporels permettent donc de convoquer des enjeux qui n'existent pas encore ou n'existent plus, ou encore parfois de dire que certains enjeux ne devraient plus exister. C'est le schéma d'une destruction dont il faut se prémunir par un retour dans le passé. Donc, on vient de voir la répétition dans les épisodes de Original Series, se répète dans les séries qui vont suivre. Cependant, à moins qu'un épisode m'ait échappé, ce qui est tout à fait possible, on ne retrouve que celui-ci dans la série originale, alors que d'autres types de voyages dans le temps sont repérables dans les séries ultérieures. Elles ont ceci d'intéressant, à mon avis du moins, qu'en plus de poser des questions éthiques ou philosophiques, elles interrogent aussi elles s'interrogent sur leurs propres implications formelles. Donc, dans The Original Series, le temps peut être altéré, mais sa direction, elle reste la même. Ce sont des personnages qui sont mobiles en son sein, dans son continuum, qui est généralement stable, parfois multiple, mais toujours linéaire. Cependant, dès les premiers épisodes de Next Generation, on voit apparaître une nouvelle figure, qui est celle du loop temporel, qui est déjà, à mon avis, plus complexe. Dans Paris Will Always Be There, par exemple, ce sont les expériences menées par le Dr. Mannheim sur le non-linear time qui conduisent les personnages à se retrouver piégés dans un cycle de répétition. Cause and effect, que j'ai déjà mentionné, mise sur les mêmes constructions puisque la même journée s'y déroule sans cesse. En plus de ces boucles, nous assistons fréquemment à des dédoublements dans cette seconde mouture de la franchise. Dans l'épisode Times Square, un Picard du futur, plus vieux de seulement 6 heures, se retrouve dans le présent de la diégèse. Donc, il y a cohabitation des deux Picards. Il cherche à prévenir son homologue de la destruction imminente du vaisseau et on repère des structures similaires dans Deep Space Nine. O'Brien fera par exemple de courts sauts dans le futur dans Visionary. C'est des bonds d'ailleurs qui lui permettent de sauver la station orbitale en s'avertissant lui-même d'un danger imminent. Donc, dédoublement, répétition, ces figures dont je viens de donner quelques exemples, mais qu'on peut trouver aussi en grand nombre encore et pas seulement
ne sont pas seulement plus complexes, mais aussi plus significatives. Donc, pourquoi? Bien, parce que, à mon avis, en plus de conditionner la formation du récit, il renvoie aussi à la manière dont se constituent les séries de la franchise elle-même. Car lorsqu'il est question de temporalité, ce n'est pas seulement la construction interne de chaque épisode qui est consacrée, qui se complexifie, mais aussi celle des séries et de la franchise en entier. Donc, bien qu'au moment du passage entre la série originale et la nouvelle génération, la chronologie entre les séries est toujours linéaire, que ce soit d'un point de vue diégétique ou en fonction de l'année de production, on assiste à un changement de dynamique avec Deep Space Nine et Voyager, même s'ils correspondent aussi à cette condition de linéarité. Leur diffusion est en partie simultanée, autant entre elles qu'avec Next Generation, avec laquelle elles se chevauchent. On peut donc plus dire que la causalité temporelle est aussi simple qu'avant. Et Enterprise et Discovery enfreignent carrément cette chronologie, puisque l'action s'y déroule dans un temps qui précède la série originale, alors qu'elles sont pourtant les dernières à être produites. Bien que j'ai choisi de ne pas en parler de manière approfondie ici, les reboots filmiques de la série originale accentuent cela, en faisant un retour au récit original, en créant finalement une macro-boucle temporelle au sein de la franchise. Dans certains épisodes, Star Trek revisite parfois même son propre passé, comme c'est le cas dans Tribbles and Tribulations, qu'on aime tous beaucoup ici, ou un épisode, donc c'est un épisode de Deep Space Nine qui ne fait pas que reprendre la trame narrative d'un épisode de la série originale, mais s'en approprie carrément les images en y intercalant de nouveaux segments vidéo. Au sein des séries elles-mêmes, donc, cet esprit de la boucle et de la répétition est aussi respecté. Le dernier épisode de la première saison et le premier épisode de la seconde saison de Next Generation, intitulé Time Arrow 1 et 2, permettent de faire le pont entre les deux saisons, donc de couvrir un écart temporel dans la réalité qui est un peu aboli par cette gémellité des épisodes de séries différentes. Donc, or, en plus, l'épisode lui-même raconte le voyage de Data dans le passé. C'est donc un épisode qui réfléchit lui-même sur les logiques du temps. Quant à la finale de Next Generation, elle fait aussi référence au tout premier épisode de la série. On se souvient où le personnage de Q apparaît au Enterprise et propose ainsi une boucle qui lie ensemble le premier et le dernier des épisodes. Encore une fois, il s'agit d'un récit dans lequel Picard est projeté dans le passé et dans le futur. La question de la cause et de l'effet, ils sont renversés, puisque ce Picard du futur provoque l'apparition d'une anomalie dans l'espace qui empêche le Big Bang de se produire des milliers d'années plus tôt. Son titre, d'ailleurs, qui est All the Good Things, est par ailleurs intéressant puisqu'on a retranché finalement la seconde partie du dicton, All the Good Things Come to an End. Or, c'est certainement pas innocent, puisque bien que Next Generation se termine effectivement par cet épisode, on sait bien que quand il est question de sérialité et de boucle, les choses sont assez peu près d'en arriver à leur fin. Donc, si les personnages de Star Trek expérimentent un certain nombre de voyages dans le temps, je mentionne aussi que c'est également le cas du spectateur. En effet, il y a un double voyage dans le temps, alors que sur le plan diégétique, il s'agit d'un voyage dans le futur, puisqu'avant même que les personnages changent de temps, c'est de science-fiction dont il s'agit. En tant qu'expérience lectorale, on est projeté dans le passé. Je défie quiconque de me dire que la musique de Star Trek Enterprise, elle ne le ramène pas en 2002. Moi, à mon avis, il y a une espèce de... On est projeté dans une nostalgie qui est un jeu sur le temps. Donc, on sait déjà d'ailleurs que le cinéma et dans sa continuité, la série télévisée est un art du temps. Mais en plus, le format sériel fait en sorte qu'un rituel temporel de la répétition s'installe entre la production et son public. Star Trek fonde donc déjà, ne serait-ce qu'en raison de son format, un rapport particulier au temps qui devient cyclique. Le fait que la franchise fonctionne sur la logique de l'épisode standalone permet elle aussi une forme de réitération qui n'est pas si différente de celle ayant cours dans les fameux épisodes où le temps se répète inlassablement et où nous pouvons sans doute dire... et on peut aussi sans doute autant en dire du reboot. En termes de contraintes de médiation et de médiatisation, donc, Star Trek se trouve déjà empêtré dans une logique du temps particulière et son génie vient sans doute du fait qu'il cherche à exploiter au possible cette logique dans une perspective anticipatoire. Mais Star Trek ne fait pas que mettre en scène la question de sa ou de ses propres temporalités problématiques. Il s'attarde aussi à produire un discours sur celle-ci. Et c'est ça que je vais essayer de dégager maintenant. La série originale comportait évidemment ses angoisses spécifiques, au nombre desquelles semble figurer celle de sa propre disparition, qui paraît vouloir contrer en la rejoignant sans cesse. Ne serait-ce que dans le cas des épisodes comportant des voyages dans le temps, le scénario concerne toujours la disparition de la Terre, de l'Enterprise, du monde tel qu'on l'a connu. De scénariser ici sa propre victoire contre le temps semble être alors une façon de conjurer sa propre dissolution. Pourtant, la série, on le sait, n'y échappera pas puisqu'elle va finalement ne pas être reconduite après ses 3 premières saisons. Il faudra donc attendre Next Generation pour assister au retour de l'univers et avec lui à ses considérations spécifiques. Mais la série, parce qu'elle se place dans le sillage de la première, ça rime aussi à d'autres considérations sur son propre statut en tant que suite, en tant que reprise.
Je vais donc tenter de montrer ici comment il le fait, tout particulièrement à partir du scénario du voyage dans le temps. Donc, l'un des épisodes les plus exemplaires à ce titre est Time Squared, que j'ai déjà évoqué. Picard va débarquer dans une navette d'évacuation d'urgence, son propre double, qui est venu du futur pour l'avertir des dangers qui guettent l'Enterprise. Il est donc placé face au choix de reproduire ses propres actions ou de choisir une nouvelle alternative. Or, la survie de l'Enterprise dépend justement du fait qu'il prend une décision autre que son prédécesseur, qui, quant à lui, échoue, car il n'arrive pas à voir que ses actions doivent être modifiées, qu'il ne parvient pas finalement à innover. Il répète incessamment « We can't go forward », et le véritable Picard ne l'écoute pas, car, dit-il, « The cycle must end ». Ce cycle a brisé en allant de l'avant est peut-être donc aussi celui de The Original Series. Dans Cause and Effect, on assiste à la réitération d'un scénario jusqu'à ce que la variation donc se produise. Mais cette variation doit être provoquée, sinon la catastrophe advient. Les malfonctions du temps permettent ainsi de se sauver de la disparition, pourvu qu'on s'adapte, puisque c'est la stagnation qui, dans cet épisode, fait en sorte que l'Enterprise est chaque jour redétruit à nouveau. D'autant plus que c'est au moment où les personnages trouvent le moyen de répéter et de transmettre un message d'un jour à l'autre, donc, qu'ils sont en mesure de s'échapper, donc d'écrire à l'heure eux-mêmes du futur. L'adaptation à prendre sans doute au deux sens du terme ici est présentée comme salvatrice. C'est-à-dire que c'est la capacité d'adaptabilité des personnages qui fait en sorte qu'ils peuvent se sortir du pétrin. Timescape porte un discours similaire. Au retour d'un congrès intergalactique, Deanna, Picard, Data et Geordi sont déçus par leurs séminaires respectifs. La raison principale, disent-ils, c'est qu'aucun d'entre eux n'a eu l'occasion de participer puisque le temps alloué à la discussion a été accaparé par les professeurs, les sommités du congrès. C'est à ce moment que le présent se fige et que commence alors une mission pour échapper à ces crevasses qui se sont créées dans le temps. La fixité devient alors un danger, puisque, bon, ces arrêts du temps menacent, en fait, la survie du vaisseau. Enfin, la finale de Next Generation nous montre un capitaine Picard qui risque de faire disparaître la genèse de l'humanité. J'en ai parlé. La révélation finale nous apprend qu'une action posée dans le futur a une incidence sur le passé. Et il est difficile, dans l'optique de la reprise qui nous intéresse, de ne pas y voir l'idée que Next Generation possède les capacités de modifier The Original Series au sens où il va rediriger notre lecture. Dans Deep Space Nine et Voyager, on n'échappe pas à ce motif du voyage temporel comme prétexte à l'enclavement d'un métadiscours. Dans Visionary, Sisko se fait passer pour un personnage historique, Gabriel Bell, si je me souviens bien, afin de garder l'histoire intacte. C'est donc une imitation qui est à l'origine de la réussite de leur mission. Fréquemment, donc, ayant altéré l'histoire, les personnages doivent la réécrire, la refaire semblablement, c'est-à-dire être sensible à la tension entre imitation et innovation. Un important imaginaire, donc, de la filiation est aussi à l'œuvre dans ces deux séries. Sisko sera sauvé par Jake, alors que celui-ci coupera l'espèce de cordon ombilical, quoique c'est un lapsus, temporel qui les relie dans The Visitor. La rupture du lien filial est alors donc ce qui permet la résolution du scénario. Dans l'épisode Children of Time, les membres de l'équipage rencontrent leurs propres descendants sur une planète étrangère. En raison donc d'un bond dans le temps qui aura lieu lors de leur départ, ils seront ramenés quelques millénaires en arrière, fondant ainsi une colonie de survivants qui se reproduiront jusqu'à rencontrer leurs propres ancêtres. Un scénario à peu près similaire se déroule dans Enterprise lors de l'épisode intitulé E = MC2. On y représente alors les conflits générationnels qui oscillent entre revendication de sa propre autonomie de pensée et réclamation d'une filiation et d'un héritage symbolique fort. Lorsque Riker expérimente un dédoublement de lui-même, au moment où le temps ocquiette, ce sont les mots des personnages dans Paris Will Always Be There, il demande à ses compagnons « Are we us? » À cette question, Data lui répond « We are both us », affirmant alors que les prédécesseurs et les successeurs sont tous les deux légitimes, peuvent revendiquer une certaine identité partagée. Et c'est finalement ce que fait la série, sans soutenir que ces situations sont des commentaires directs ou dirigés sur le rapport de Star Trek à sa propre sérialité. Il me semble du moins clair qu'il véhicule une idée de la filiation, une vision de la nouveauté, de la succession et de la légitimité d'un discours qui soit second, mais second uniquement dans le temps, justement, sans forcément être subordonné à son prédécesseur. Peut-être justement que ces épisodes nous disent implicitement ce qu'ils nous disent implicitement, c'est qu'il faut retourner en ce fameux endroit où personne n'était jamais allé. Donc, to boldly go one more time where so many has already gone before. Merci.